Donc merci d'être venus si nombreux, malgré les températures caniculaires. Peut-être qu'il fait un peu plus frais d'ailleurs ici que dehors. Donc vous avez eu bien raison de venir. Le sujet de ce soir, c'est donc le programme des vols habités chinois. C'est presque le pendant, d'une certaine façon, de la conférence qu'on a eue le 14 mai. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont été là. C'était à la Cité de l'Espace, organisé par les amis de la Cité de l'Espace. Et ça traitait essentiellement en fait, du programme américain des vols habités, avec une vision assez critique, à dire vrai. Et donc, les hasards de la programmation font que ce soir, nous allons parler d'un sujet de l'autre protagoniste, si on peut dire, principal des vols habités dans le monde, qui est donc la Chine. Autant les côtés américains, ça fait beaucoup de bruit, il se passe plein de choses, autant le côté chinois est plus réservé. On ne sait pas trop exactement ce qui s'y passe. La vision d'ensemble est difficile à comprendre, même si on en voit au coup par coup un certain nombre d'éléments. Et donc, je pense que c'est tout l'intérêt de cette conférence ce soir, de voir cet autre volet des questions des vols habités. Une particularité bizarre, presque une question naïve, dans les années 85-87, à Toulouse, là, il y avait deux programmes Hermès, d'avion spatial habité, et puis il y avait, il faut être 87, le premier vol de l'Airbus A320. Quasi simultanément, chez la maison Dassault, il y avait les travaux sur le Rafale. Le Rafale A dû voler 86. Donc c'était quasi simultané. Quand on regarde côté chinois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les avions d'armes, effectivement, ils ont développé des chasseurs très performants, 5e génération, furtifs, qui volent actuellement depuis à peu près une quinzaine d'années. Côté Airbus, ou l'équivalent, c'est le Comac 919, je crois bien. Il vient tout juste d'être certifié par les autorités chinoises. Il n'est pas encore certifié par les autorités européennes. Par contre, le programme spatial, pourtant ça ne paraît pas la partie la plus facile, eh bien, ça fait plus de 20 ans que les Chinois ont lancé des taïkonautes dans l'espace. Et donc, au niveau des priorités programmatiques, si on peut dire, c'est un peu incompréhensible. On se dit on a peut-être besoin plus d'avions de transport que de taïkonautes. Bon, mais ceci, je pense que Philippe Coué pourra nous éclairer sur les priorités programmatiques chinoises dans des domaines de l'aéronautique et de l'espace. Voilà. Sur le plan pratique, donc, nous avons trouvé un orateur tout à fait qualifié pour nous parler de la Chine. D'abord parce qu'il a une espèce de double vie, si on peut dire. Professionnellement, donc, il travaille chez Dassault Aviation, et donc il connaît bien tous les travaux qui ont été menés au sein de cette société dans le domaine des avions spatiaux, habités ou pas d'ailleurs, avec une contribution très importante à l'époque d'Hermès, qui s'est continuée après dans le cadre des coopérations sur l'ISS et le Crew Escape Vehicle, qui c'était le X-38, je crois, avec la NASA. Et puis après, il y a eu d'autres programmes, y compris quelques travaux avec les Suisses, où il y avait donc un avion suborbital qui était posé sur un Airbus A300, mais qui malheureusement n'a pas été jusqu'au bout. Et puis là, il y a un regain d'activité. Les gens qui ont suivi tout ce qui se passait au Bourget, là, tout récemment, ont vu qu'il y a un projet qui s'appelle Vortex, qui est mis en avant par Dassault et qui intéresse aussi bien les civils que les militaires. Donc ça, c'est la partie, si on peut dire, professionnelle de Philippe Coué. Mais il a une activité privée. Depuis 30 à 40 ans, il s'est beaucoup intéressé au vol habité, et plus particulièrement au vol habité et à l'astronautique chinoise.
Donc il a publié plus d'une dizaine de livres sur ce sujet et il continue à nous éclairer sur ces questions-là. Donc il est particulièrement qualifié pour nous en parler ce soir. Je vais sans plus tarder lui laisser la parole. Je serai un témoin d'autant plus attentif que j'ai moi-même une belle-fille chinoise et un petit-fils chinois. Voilà, merci d'avance. Sur le plan pratique, comme d'habitude, il y aura à peu près 3/4 d'heure à 1 heure de présentation. Et on réservera donc les questions à la fin. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Monsieur Philippe. Merci. Merci. Alors, les présentations ont bien été faites. Je suis chez Dassault depuis 89. Je suis arrivé avec Hermès. Et puis, je dois dire que, en fin de carrière, je retrouve un avion spatial et un programme qui a une dynamique extraordinaire depuis quelques mois, qui est Vortex. Donc, Dassault n'a jamais lâché. Dassault ne lâchera jamais, en fait, les avions spatiaux. Pourquoi je vous dis ça? On était surtout, en fait, sur les avions. J'ai dû me tromper de micro. Voilà. Ça marche? La technique, c'est bon? OK. Et en fait, chez nous, on a regardé souvent les avions spatiaux, c'est clair. On a évoqué Hermès, on a évoqué Vera, le X-38, etc. Et en fait, on s'est surtout intéressé au vol habité dans le domaine spatial. Ces avions-là étaient pour transporter des astronautes. Et puis, la version la plus évoluée de Vortex, on imagine que, évidemment, ça sera ça aussi. Ça tombait très très bien pour moi, puisque je m'intéressais en plus aux vols spatiaux habités chinois. Et j'ai commencé à m'y intéresser en réalité en 79, j'avais 14 ans. Et j'ai jamais lâché le morceau. Donc le grand avantage par rapport à tous les autres, c'est le temps. C'est tout ce que j'ai pu acquérir en plus de 45 ans de surveillance du domaine. Et j'ai très très vite perçu qu'il y avait en fait une ambition très importante en Chine sur ce côté-là, alors que même il n'y avait pratiquement rien dans les années 80 à l'époque côté Chine, mais il y avait déjà des rumeurs sur l'envie de la Chine de faire non seulement des satellites, mais aussi de maîtriser le vol habité. Donc la présentation que je vais faire, qui ne sera pas interrompue par les questions, parce que ce que je veux, c'est faire une présentation la plus rapide possible pour qu'ensuite on discute ensemble de tous les aspects du programme, et il y en a beaucoup à dire. Alors, je ferai une petite introduction. On va parler des généralités du programme, des stations spatiales, des pratiques différentes qu'ont développées les Chinois par rapport aux autres. On fera un peu de prospective. On va voir ce qui est prévu dans les prochaines années. On va bien sûr parler de l'exploration habitée. Alors, je ne me rends pas compte, donc c'est mieux? Tout le monde m'entend? Ok, ok. Donc, je disais qu'on terminera la présentation par de l'exploration, parce que c'est ce qui va dominer l'actualité mondiale à partir de l'année prochaine et jusqu'en 2030. On va beaucoup parler de Chinois et de Chinois sur la Lune. Donc, évidemment, on va en parler. Voilà. Alors, en introduction, je voulais simplement rappeler ce que je disais à l'instant, c'est que les Chinois ont des velléités d'envoyer des hommes dans l'espace depuis très longtemps. En réalité, dès que la Chine a voulu lancer des fusées à la fin des années 50, début 60, eh bien, il y avait Mao Tse-tung qui était très impressionné par ce que faisaient les Russes et les Américains et qui voulait lui aussi donc avoir son programme.
Il y a eu 2 programmes en fait de réaliser. Le projet Grand Bond en avant, que j'ai découvert il y a 3 ans et qui est une tentative de faire de la Mercury suborbitale pour lancer des taïkonautes en fait au-delà de la frontière de l'espace, au-dessus de 150 km. C'est un projet qui a duré probablement 2 à 3 ans avant d'être abandonné par manque de fusées, par manque de moyens, etc. En revanche, à partir de 1965, quand les Chinois décident en fait de maîtriser toutes les opérations spatiales, que ce soit depuis les lanceurs jusqu'aux applications, que ce soit les télécommunications, l'observation, il y avait aussi le souhait de vouloir lancer des hommes dans l'espace. Alors, je vous ai présenté une planche. Je travaille sur la question depuis 15 ans. J'ai un livre qui va sortir dessus l'année prochaine, qui sera absolument inédit. J'ai découvert énormément de choses. Il y aurait énormément de choses à dire sur l'immensité du programme Chougang, qui a mobilisé près de 30 000 personnes en Chine à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc tout ça pour montrer que quand ils ont décidé dans les années 90 de venir sur le vol habité, il y avait déjà toute une base scientifique et technique qui existait. Ils avaient beaucoup travaillé. Je ne peux pas m'étendre sur ce programme parce que les ramifications sont trop importantes et il y aurait trop à dire. Ce programme Chougang a couru jusqu'à la fin des années 70 et puis ensuite il s'est arrêté par manque de moyens, par manque de volonté politique. Donc la Chine a bien travaillé sur ces questions-là. Les observateurs occidentaux qui évoquaient la possibilité, quand ils voyaient des véhicules chinois récupérés, quand les Chinois construisaient des véhicules de retour d'orbite comme les FSW, il y avait des China Watchers qui disaient ça, ce sont des prototypes pour des vaisseaux habités. En réalité, ils avaient quelque part un peu raison, quoi. Parce qu'il y avait bien de ça dans les FSW. Les FSW, c'était pour faire de la reconnaissance. On récupérait en fait les films après la mission, mais il y avait déjà la maîtrise du retour d'un objet depuis l'orbite. Et quand les Chinois l'ont fait dans les années 70, il n'y avait que les Américains et les Soviétiques qui maîtrisaient. Donc c'était déjà remarquable. Ils étaient passés en 2-3 ans de satellites de type Sputnik de 100 kg à des objets qui faisaient plusieurs tonnes et qui revenaient d'orbite. Donc vous voyez, il y avait quand même les prémices d'une ambition, d'une volonté pour aller bien plus loin que seules les applications spatiales. Dans les années 80, la totalité du programme spatial était remis à plat. Les Chinois ont décidé qu'ils devaient accélérer leur programme pour la raison principale qui était de ne pas être distancés par les Américains et les Soviétiques dans la guerre des étoiles. La guerre des étoiles qui courait dans les années 70 a pris une accélération assez importante dans les années 80, en particulier en 83 avec le démarrage de l'IDS aux États-Unis. Et ça fait très peur à la Chine, qui s'est dit qu'elle pouvait être complètement et définitivement déclassée. Et si en Europe, on a mis en face de l'IDS le programme Eureka, en Chine, on a mis en face de l'IDS le projet 863, qui est un projet tentaculaire pour faire évoluer en fait tous les domaines scientifiques et techniques de la Chine, y compris, bien sûr, le spatial. Et dans le spatial, il y avait une forte volonté, cette fois-ci, de faire du vol habité. Rappelez-vous, la navette commençait à voler aux États-Unis. Buran, le développement se terminait en Union soviétique, et même les Européens avaient un avion spatial qui était Hermès. La Chine voyait tout ça et s'est dit qu'il fallait qu'elle aussi, elle maîtrise ce secteur. Alors, il y a eu toutes sortes de propositions à partir de 86, en particulier sur la base d'avions spatiaux plus ou moins
réutilisables, enfin de systèmes de transport spatiaux plutôt plus ou moins réutilisables, dont vous voyez en fait une planche originelle sur la diapo. Et puis, il y avait quand même, du côté de la CAST, la 5e académie, qui depuis toujours fait la plupart des véhicules spatiaux en Chine, qui avait commencé, on le sait depuis un an, avait elle aussi commencé à regarder des avions spatiaux, mais elle connaissait bien le domaine. Elle se disait que la Chine n'avait pas les moyens financiers, techniques et autres pour se lancer dans un programme aussi complexe qu'un avion spatial, même pour égaler les Européens avec Hermès. Donc la CAST, elle, était uniquement sur le projet d'un véhicule balistique beaucoup plus simple à réaliser que l'avion spatial. Voilà. Alors, finalement, la compétition se termine à la fin des années 80 par un petit avion spatial qui était présenté par la CALT, Légende des lanceurs, et puis un vaisseau balistique non récupérable qui ressemblait beaucoup au Soyouz et qui était présenté par la CAST. C'est un programme qui est totalement, alors qui est décidé en 1992, qui est totalement classifié, donc totalement black. Et pendant les années 90, je me rappelle des rapports du CNES, tous les rapports qu'on pouvait avoir sur les volabilités, on était sur la description de R&D concernant le volabilité. Or, les Chinois étaient en train de réaliser toute l'infrastructure pour faire le projet 921. Et quand je me suis trouvé à Pékin en 98, au moment où ils présentaient pour la première fois en fait ce dessin, donc là ça fait tilt parce que moi j'y voyais effectivement le véhicule balistique non récupérable qui était parfois évoqué par les Chinois. Et puis on avait surtout, on voyait à quoi il pouvait ressembler, mais ce qui était remarquable, on était en mai 98 et les Chinois nous disaient c'est un projet flou pour un avenir lointain. Or, au même moment, ils testaient en fait la compatibilité du lanceur CZ2F avec les installations de lancement à Jiushan. C'est la photo que vous voyez là, qui a été publiée à la veille du Bourget 99 et qui a fait croire à plein de China Watchers qu'il s'agissait d'une fake news, puisque le bâtiment d'assemblage ressemblait énormément à celui de Cap Canaveral. Seulement, il y avait un lanceur qui, lui, avait un peu de sens, qui ressemblait au CZ2E. Or, les Chinois nous avaient souvent dit que le CZ2E pourrait être dérivé pour le vol habité. Et puis, il y avait une tour d'éjection de capsules qui trahissait la nature du lanceur dédié au vol habité. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et ça c'est très important, ça marche tout le temps comme ça. Quand la Chine nous dit que c'est un sujet, c'est un projet pour un avenir lointain, en fait, ça veut dire qu'en général, c'est bien plus avancé que ça. Et c'était plus avancé que ça, puisque en 97, presque un an avant que le dessin soit présenté, tout était réalisé. Les installations de lancement, le lanceur était développé, le centre de contrôle à Pékin était en cours de test, les navires de poursuite existaient, etc. Donc, il y a une communication à un double volet en Chine. Et ça, c'est ce que j'ai appris au bout de 40 ans et qui m'a permis de suivre ça avec un peu plus de précision. Et ça m'a permis aussi comment dire, annoncer certains programmes en avance de phase. Voilà, donc je reviens sur le projet 921 qui finalement aboutit au premier vol de Shenzhou le 19 novembre 1999, pratiquement pour célébrer le 50e anniversaire de la République populaire de Chine. Donc, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a toute une infrastructure qui a été mise en place. D'abord, une infrastructure industrielle. Le maître d'œuvre, c'est la fameuse China Academy of Space Technology, la CAST.
et puis qui est assisté par la SAS, la Shanghai Academy of Space Flight Technology de Shanghai, qui, elle, fait en particulier le module de service de Shenzhou. Et puis, les Shenzhou sont lancés par des lanceurs longue marche 2F ou CZ2F, qui sont construits par la CALT, la China Academy of Launch Vehicle Technology. Donc la CAST et la CALT sont à Pékin, tandis que la SAST est à Shanghai. L'infrastructure sol, alors il y a bien sûr le centre de lancement de Jiushan, qui est le centre historique des lancements chinois. C'est la première base de lancement qui a été créée dans les années 60. Et puis, il y a aussi maintenant la base de Wenchang sur l'île de Hainan, qui est utilisée en particulier pour lancer les modules de station et les cargos. Il y a un réseau de télécommunications au sol assez important, à la fois avec des stations basées en Chine et puis à l'extérieur de la Chine, mais avec les navires Yuanwang, dont vous voyez une photographie ici. Et puis, bien sûr, comme les Russes et surtout les Américains, la Chine dispose de satellites de relais de données, équivalents au TDRSS américain ou au Luch russe, qui sont les Tianlian. Donc ils en sont maintenant à la deuxième génération de Tianlian, et qui assurent des liaisons permanentes entre les objets habités et puis la Terre. Voilà, et puis évidemment, ils ont toute une infrastructure pour sélectionner, entraîner des taïkonautes, que ce soit à Pékin et maintenant dans le désert de Gobi pour préparer les missions lunaires. Donc Shenzhou. Alors, Shenzhou, a priori, c'est un Soyouz. Alors oui, dans les fonctions, c'est comme le vaisseau russe. Les Chinois, en fait, ont regardé tout ce qui avait volé, tout ce qui avait existé, tout ce qui était le plus fiable, et il leur est apparu que les fonctions du Soyouz étaient pour eux les plus optimales, et un vaisseau qui correspondait bien à ce qu'ils savaient faire. Mais la comparaison s'arrête là. En fait, vous avez un vaisseau qui n'a strictement rien à voir en fait, en termes d'aménagement, de technologie par rapport au Soyouz. Déjà, en fait, vous n'avez pas le même compartiment moteur, la capsule est un petit peu plus grosse, et le gros changement avec Shenzhou, c'est le module orbital. Sur le Soyouz, c'est une sphère qui est larguée après utilisation, c'est-à-dire qu'avant que la capsule rentre sur Terre, la sphère suit et brûle dans l'atmosphère. Les Chinois, eux, ont adopté une stratégie différente, en particulier avec les premiers vols solo, qui était de laisser plusieurs mois le module orbital sur orbite terrestre pour s'entraîner à la station spatiale. Ce module, en fait, comportait des dizaines d'expériences scientifiques, et les Chinois, en fait, se sont entraînés à au moins 7 reprises avec cette partie du vaisseau. C'est-à-dire que quand ils ont commencé à lancer leur première station, ils avaient acquis comme une certaine expérience dans le domaine. Donc là, la version qui est représentée, c'est l'une des premières versions de Shenzhou, surtout celle qui volait en mode automatique avec 2 paires de panneaux solaires. Et les vaisseaux opérationnels n'ont qu'une paire de panneaux solaires fixés sur le module de service. Alors aujourd'hui, il y a 20 vols spatiaux réalisés avec les Shenzhou, dont 15 habités depuis 1999. Donc vous voyez, c'est quand même en l'espace de 26 ans un programme qui n'a pas eu une fréquence énorme, mais qui est devenu très régulier depuis les années 2020. Voilà ce que je voulais dire pour Shenzhou. Alors, je voulais vous montrer les 2 générations de vaisseaux qui ont été utilisés. Alors la première, en fait, avec ces 2 paires de panneaux solaires, c'était pour tester, c'est la génération qui a permis de tester le vaisseau en mode automatique, et puis pour les vols habités solo. Il y a eu d'abord
un vol habité avec un taïkonaute, un deuxième vol avec 2, et puis un troisième avec 3 et une sortie extravéhiculaire. Vous voyez la différence des planches de bord. On voit une évolution de l'avionique entre les deux générations. Et en fait, la deuxième génération a été adaptée aux rendez-vous spatiaux. Donc à partir de Shenzhou 8, les Chinois ont commencé en fait à faire de l'approche, du rendez-vous, de l'amarrage, des opérations qui étaient absolument cruciales pour exploiter après une station spatiale et voire pour faire d'autres programmes. Alors je vous ai mis quelques images qui vous montrent à quoi ressemble l'intérieur du Shenzhou. Je voudrais plutôt qu'on s'arrête sur les deux du bas, qui montrent en fait l'intérieur du module orbital. On a très très peu de vue globale sur cette partie-là. Et voilà, quoi. Sinon, celles où on voit les 3 taïkonautes, on les voit pratiquement à chaque lancement. Je vais essayer d'aller vite, pour qu'on discute ensemble, que vous puissiez me poser toutes les questions que vous voulez. Alors, maintenant, les premiers vols. Donc, il y a eu 4 vols automatiques qui ont tous été, on va dire, nominales, à part probablement Shenzhou 2, qui s'est mal terminé. Le parachute s'est peut-être mis en torche et la capsule n'a pu être récupérée normalement. Sinon, Shenzhou 3 et 4 se sont très très bien passés. Shenzhou 4 était une répétition générale pour le premier vol qui fut réalisé avec Shenzhou 5 en 2003, avec le premier taïkonaute chinois qui était Yang Liwei. Le Shenzhou 6, il y en avait 2 à bord, et pour la première fois, ils ont pu aller dans le module orbital pour vivre et travailler. Et puis finalement, Shenzhou 7, alors il n'y avait rien dans le module orbital à part 2 scaphandres, un russe et puis un chinois, pour effectuer la première sortie extravéhiculaire quelques semaines après les Jeux Olympiques de Pékin. Voilà. Alors, en termes de vaisseaux, il y a aussi des cargos. Donc, les Chinois transportent leurs taïkonautes sur orbite terrestre et vers les stations avec Shenzhou, et ils transportent le fret avec le vaisseau Tianzhou. Le vaisseau Tianzhou, et vous allez voir qu'en fait, c'est une petite station Tiangong qui a été transformée en cargo. Alors, ce cargo ressemble à un mini ATV, à les fonctions du Progress, c'est-à-dire qu'il apporte du fret aux stations spatiales et est chargé aussi de réaligner en fait l'orbite de la station, parce que il y a des traces atmosphériques qui freinent encore les stations à 400 km, et les stations chinoises, comme toutes les autres, ont besoin d'être rehaussées régulièrement, et ce vaisseau assure la rehausse des stations chinoises. Il y a plusieurs versions qui ont été étudiées par la Chine et qui ont été évoquées comme devant être un jour utilisées. Donc c'est la version pressurisée, celle qui est utilisée depuis le début. Il y a eu 8 modèles de Tianzhou lancés, 1 vers Tiangong 2 et puis 7 vers Tiangong 3. Mais il n'est pas impossible que dans l'avenir, en fait, on voit une version semi-pressurisée et une version non pressurisée pour transporter de grosses charges vers la station. Vous avez sur l'image du bas, en fait, à droite, la manière dont les Chinois en fait, font le chargement des cargos, qui ressemble énormément à ce qu'on peut voir sur les Cygnus, ATV ou autres HTV. C'est les mêmes principes, à peu près les mêmes procédures et les mêmes types de sacs. Donc là, il n'y a pas... En fait, tout le monde fait la même chose pour l'exploitation de ces stations, quoi. Alors, les stations spatiales. En fait, la Chine étudie les stations spatiales dès les années 80. Quand je vous ai parlé du projet 863 tout à l'heure, ce n'était pas seulement en fait, les vaisseaux pour se rendre en orbite, mais les destinations que ces vaisseaux rejoindraient. Donc, la station est étudiée au moins depuis cette époque, mais il est certain
qu'avec Shuguang, dans les années 60 et 70, l'objectif final était aussi une station spatiale. Donc en réalité, la Chine regarde ça depuis 60 ans. Le premier module, donc Tiangong 1, fut lancé en 2012 et 2013, et il a surtout servi de cible au vaisseau Shenzhou. Il y avait donc les Chinois sont très prudents, donc ont d'abord testé les procédures d'approche, d'amarrage de rendez-vous avec le Shenzhou 8 en automatique, et puis ils ont envoyé les Shenzhou 9 et 10 habités pour refaire ces essais d'approche, d'amarrage de rendez-vous en mode habité. Et puis ces deux équipages ont pu vivre une quinzaine de jours chacun à bord de la petite station. Et donc, vous voyez, on progressait vraiment entre les vols solo de Shenzhou et puis les séjours de taïkonautes à bord des petits Tiangong. Alors, il y a eu Tiangong 1, puis Tiangong 2, qui a permis à un équipage, cette fois-ci, de rester plus de 30 jours et qui allait préparer, en fait, la suite des événements. Et donc vous remarquez que le Tiangong en question, eh bien, il ressemble beaucoup au Tianzhou que je vous ai présenté juste avant. Alors voilà en fait à quoi ressemblait l'intérieur des Tiangong. C'était à la fois la zone de vie et de travail des petites stations chinoises. Vous remarquez en fait à côté de l'entrée les deux cabines qui permettait en fait à deux taïkonautes de se reposer à bord de la station, tandis que le troisième était dans la capsule du Shenzhou. Alors, chose importante à signaler concernant l'aménagement des stations chinoises. Là, ça paraît immaculé, propre, net, sans rack. Donc ça peut surprendre. Et en réalité, les Chinois dissimulent tous les racks et les équipements de support-vie, etc. Derrière, alors dans Tiangong 1 et 2, c'était des parois souples, amovibles, qui étaient retirées quand ils avaient besoin de travailler ou d'intervenir sur des équipements. Et puis ils considéraient que quand le travail était fini, on rangeait tout, on remettait les parois souples et on obtenait un environnement qui était plus propice au repos et à d'autres activités. À bord de Tiangong 3 aujourd'hui, on a été plusieurs mois à se demander pourquoi il n'y avait rien sur les murs de la station. C'est pareil, parce qu'en fait, ils ont tout mis dans des armoires, et des armoires qui s'ouvrent quand ils les utilisent. Alors ça montre en fait qu'ils ont fait énormément de progrès pour que ça ne chauffe pas trop, pour que le câblage soit moins apparent, etc. Par rapport au Capharnaüm qu'on voit à bord des stations russes ou à bord de l'ISS. Donc ça, c'est dès 2013, ils avaient déjà cet aménagement avec les petites stations. Ensuite, il y a bien sûr donc Tiangong 3, avec une forte inspiration de Mir. Moi, j'avais rencontré à la fin des années 90 les Russes de Khrunichev qui faisaient les modules de la station Mir et qui m'avaient raconté que les Chinois étaient venus plein de fois les voir pour leur demander toutes sortes d'informations sur Mir. Et quand on voit la configuration de la station, on comprend mieux. Et surtout, quand on voit les premières ébauches de modules. Parce qu'au tout début, on est vraiment sur une inspiration soviétique puis russe du module orbital. Et puis finalement, on obtient en fait cette configuration-là. Alors, il n'y a que 3 modules, alors que sur Mir, il y en avait 5-6. Mais c'est des volumes beaucoup plus volumineux. Donc, ils ont repris pour le corps central la configuration de Mir, mais en réalité, ces modules sont beaucoup plus longs et l'aménagement, vous allez voir, est de type occidental et de type de celui qu'on trouve sur l'ISS. Donc, et vous voyez sur cette vue où se dockent les cargos,
en général à l'arrière du corps central, et puis les Shenzhou à l'avant et sous la sphère que vous voyez sur Tianhe. Donc il y a un corps central qui est le carré d'équipage, les laboratoires scientifiques sont Wentian et Mengtian. Il y a aussi plusieurs bras télémanipulateurs qui servent à déplacer non seulement des charges à l'extérieur de la station pour limiter en fait les sorties extravéhiculaires, mais aussi qui sert comme ce qu'ont réalisé les Américains depuis la navette, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs de fixation pour les pieds qui permet en fait de déplacer les taïkonautes à l'extérieur de la station. Et ça, c'est réalisé depuis sur un pupitre qui se trouve à bord du module Tianhe. La station est bien sûr opérationnelle comme l'ISS à 400 km d'altitude, mais pas sur la même inclinaison que l'ISS. Donc ce qu'on voit dans Gravity est impossible, puisque l'ISS est à 51,6 degrés et cette station est à 41,5 degrés. Voilà. La durée de vie de la station actuellement prévue par les Chinois est de 15 ans. En réalité, ils imaginent utiliser jusqu'à la fin des années 2030. Donc voilà une vue un peu plus saisissante et réaliste de la station chinoise actuellement sur orbite. Là, elle est montrée avec 2 Shenzhou amarrés, ce qui arrive tous les 6 mois quand il y a les relèves chaudes d'équipage. Et puis, vous voyez les 2 modules laboratoire porteurs des grands panneaux solaires, qui sont des panneaux solaires souples, déroulants, et dont les Chinois nous disent qu'ils vont faire grand usage dans leur prochain vol habité. Et puis, vous voyez au fond le cargo qui apporte le fret à la station. Voilà Tiangong 3, je dis bien Tiangong 3, et non pas CSS, qui est une invention américaine et qu'on trouve sur les documents de l'ONU. Mais moi, je me fie toujours à ce que dit la voix de son maître, c'est-à-dire le quotidien du peuple et les journaux chinois qui ne parlent que de Tiangong 3 et qui ne parlent jamais de CSS. Et de toute manière, les China Watchers maintenant reprennent la dénomination Tiangong 3. Tiangong qui veut dire palais céleste. Donc maintenant, on va détailler un petit peu la station, donc qui est d'abord le corps central, Tianhe. Donc tous les gros modules de la station sont lancés par des lanceurs CZ5B, qui sont l'équivalent d'Ariane 5 à peu près, qui sont lancés du cosmodrome Wenchang, qui se trouve près de la mer. C'est quand même beaucoup plus pratique si jamais il y a un pépin, parce que très souvent, il y a beaucoup d'éléments de lanceurs chinois qui retombent dans des zones relativement habitées. Et Wenchang permet d'éviter ce genre de choses. Donc, en matière de vol habité, il y a encore le désert de Gobi et la base de Jiushan, d'où sont lancés les taïkonautes. Mais dans très très peu d'années maintenant, tout sera fait depuis Wenchang. Ça sera plus pratique pour tout le monde. Donc je reviens sur Tianhe. Donc on voit donc à l'avant la fameuse pièce de jonction multiple, comme celle qui existait sur Mir et qui a permis à la fois d'accrocher les gros laboratoires, d'y amarrer des Shenzhou, et puis la pièce, la porte que vous voyez au zénith de cette pièce de jonction multiple est en réalité une porte pour les sorties extravéhiculaires et qui curieusement a été utilisée lors de la toute dernière sortie, puisque en principe, il dispose maintenant d'un SAS sur un autre module pour le faire. Voilà, donc c'est en fait dans cette partie que se pilote la station. Et puis, on trouve quand même des équipements scientifiques. Donc, si mon petit laser fonctionne, donc là, vous avez des racks, mais qui concernent surtout les sciences de la vie. Et ici, vous avez la cuisine de la station. D'autres éléments de cuisine et la table, qui est une table pliante, exactement, on va dire
grande aspiration ISS. Et puis là, vous avez plutôt des éléments de contrôle de la station, et y compris le pilotage du bras se fait par un pupitre qui est ici. Donc là, vous avez en fait la zone de repos avec les cabines. Et puis là, vous accédez au cargo en général. Voilà, donc il y a, comme je disais tout à l'heure, des bras télémanipulateurs. Il y en a 2 sur Tianhe et qui sont très très régulièrement utilisés. Alors voilà à quoi ressemble l'intérieur de Tianhe. Vous voyez qu'il n'y a aucun rack véritablement d'apparent. Et en général, en fait, vous avez des portes d'armoire que vous voyez en fait sur les parois. Et quand ils travaillent, eh bien, ils ouvrent les portes d'armoire. Donc c'est la raison pour laquelle en fait l'ensemble tout l'intérieur de la station paraît très très bien rangé et contrairement à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Étonnant aussi de voir systématiquement les taïkonautes en position entre guillemets terrestre, avec les pieds ce qui devrait être le sol, et jamais dans des postures libres d'apesanteur. C'est assez étonnant. Voilà. Donc là, vous voyez donc les cabines de repos, qui c'est un aménagement terrestre. Donc il n'y a pas dans cette partie de la station, il n'y a pas de cabine verticale comme à bord de l'ISS. Il y a très très peu de hublots dans les modules chinois, sauf dans les cabines de repos. Chaque taïkonaute dispose d'un hublot d'observation. Là, vous voyez en fait l'une des nombreuses tables de la station, et on a vraiment en fait un design qui est très proche de celui qu'on a à bord de l'ISS. Là, vous avez la cuisine de Tianhe, et là, on aperçoit les cabines. Et voilà, là c'est le couloir qui mène en fait à la partie arrière, donc au cargo. Voilà, alors là c'est le module Wentian, donc c'est l'un des 2 modules laboratoires. Donc vous avez la partie pressurisée qui est cette partie-là, une partie porte-équipement, et puis une zone non pressurisée qui comporte plusieurs autres équipements, et en particulier le support des panneaux solaires. C'est un module de 22 tonnes qui lui aussi est lancé par CZ5B. Alors vous voyez que l'intérieur est totalement immaculé, et il est toujours comme ça aujourd'hui. Donc on a bien les équipements et les racks de travail qui sont dissimulés derrière ces portes. Et puis sur cette photo, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 3 nouvelles cabines de repos, mais qui cette fois-ci ont un aménagement qu'on retrouve vertical, qu'on retrouve à bord de l'ISS et des anciennes stations russes. C'est un laboratoire pour faire des travaux très variés. Alors on nous a dit que c'était d'abord pour la microgravité, de l'astronomie et de l'environnement spatial, et au fur et à mesure du temps, on voit que c'est beaucoup plus varié que cela, quoi. Le deuxième module, alors on a encore une partie pressurisée qui se trouve ici, mais la particularité de Mengtian, c'est qu'il comporte un sas pour les charges utiles. C'est-à-dire que vous pouvez y déposer des satellites qui seront lancés, ou des charges utiles que vous voulez disposer à l'extérieur de la station et qui vont être transportées par les bras. Là, vous avez donc l'intérieur de Mengtian. Vous voyez, avec toujours le même type d'aménagement. Et là, si je me souviens bien, c'est l'armoire avec une centrifugeuse. Cette vue, en fait, qui est prise en piscine, montre en fait l'ouverture qui permet aux charges utiles d'être extraites ou même d'être ramenées à l'intérieur de la station. Donc, en principe, ce n'est pas du tout pour effectuer des sorties extravéhiculaires. Les taïkonautes ne sortent pas par là, mais en cas de nécessité, ils le pourraient.
Voilà. Alors, c'est pareil, quand ce module a été lancé, les Chinois nous disaient que c'était pour faire de l'astronomie et des sciences de la Terre. Et en réalité, ils font des choses variées. En particulier, c'est dans ce module qu'on y cultive des plantes. Alors, en ce qui concerne maintenant l'exploitation de Tiangong 3, donc je vous ai dit tout à l'heure que les taïkonautes sont transportés par des Shenzhou, le fret par des Tianzhou, et ce qu'on va voir en fait arriver en plus de l'exploitation de la station, c'est l'amarrage du futur télescope spatial chinois, le Xuntian, l'équivalent de Hubble. Il sera lancé en 2027, et ce vaisseau viendra s'amarrer une fois par an en fait à Tianhe, et 2 taïkonautes en sortiront pour effectuer la maintenance du télescope. Le télescope sera co-orbital à la station. Donc on se retrouvera un peu dans la configuration de la navette et de Hubble, où la NASA a réalisé des missions tous les 2-3 ans vers le télescope spatial. Là, les Chinois imaginent le faire chaque année. Les objectifs de Tiangong 3, donc c'est l'apprentissage des séjours de longue durée, ça c'est certain. On est passé de quelques années aux 30 jours à bord de Tiangong 2 à une occupation régulière de 6 mois, donc exactement ce que pratiquent les Occidentaux et les Russes sur l'ISS. Ça paraît un bon optimal au niveau de l'efficacité et puis surtout de la résistance médicale des taïkonautes. Et bien sûr, ils y font beaucoup de recherches scientifiques et techniques, et je devrais dire même de plus en plus. Il y a eu la période, on va dire pendant les 6 premiers vols vers Tiangong 3, où les taïkonautes s'occupaient plutôt de la maintenance et puis de l'installation d'équipements, à des vols qui se consacrent de plus en plus maintenant à la science. Alors, cette station a bien sûr permis d'effectuer beaucoup de sorties extravéhiculaires. Rappelez-vous, les Chinois n'avaient qu'une sortie avec Shenzhou 8, avec Shenzhou 7 en 2008. Et depuis, ils ont effectué une vingtaine de sorties extravéhiculaires avec la station. Et des sorties qui ont présenté aucun problème. Tous les programmes ont pu être réalisés, et ils ont réalisé même des sorties très très longues. Donc ils maîtrisent maintenant complètement cette technique et sont en train de rattraper très très vite les Russes et les Américains. L'assemblage aussi de Tiangong 3 a démontré que la Chine finalement savait assembler des grandes structures, ce qui sera important pour la suite des programmes habités chinois. Ils veulent utiliser cette station pour expérimenter les centrales solaires orbitales. La Chine tient beaucoup à ce type de projet et a montré déjà depuis plusieurs années des prototypes de panneaux qui seraient assemblés et testés depuis Tiangong 3. Donc Xuntian, j'en ai parlé, et il est évident en fait que la station sera utilisée pour l'installation de la Chine sur la Lune. Voilà ce que je voulais dire. Donc quelques belles images qui montrent l'exploitation de Tiangong. Alors j'ai montré une image d'une prise de sang. En fait, le programme médical pour toutes les études biologiques semble être prioritaire en fait à bord de Tiangong 3 pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elles continueront à l'être dans l'avenir, mais dans les communiqués qui sont diffusés par Chine Nouvelle, par exemple, on parle souvent en fait des travaux de médecine spatiale. Voilà. Là, vous avez une très très belle image qui a été prise pendant une sortie extravéhiculaire, et c'est la première sortie extravéhiculaire d'une chinoise qui est prise ici. Voilà.
Donc, concernant les pratiques, alors moi, j'ai décelé effectivement quelques différences par rapport à ce qui se fait chez les Russes et puis les Américains. En particulier, le cargo Tianzhu semble être un véhicule beaucoup plus universel et optimisable, entre guillemets, que les Progress ou les autres cargos qui sont vraiment définis pour leur tâche. Et les Chinois ont souvent évoqué la possibilité non seulement de faire différentes versions, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on pourrait, enfin, ils nous ont dit qu'ils pouvaient en fait le transformer en micro-usine orbitale. Et on comprend tout l'intérêt de la formule. Hein. Donc, on aurait le Tianzhu qui s'amarrerait à Tiangong 3. On y disposerait en fait la matière première. Ensuite, on détacherait le Tianzhu et comme ça, il bénéficierait d'une microgravité très poussée puisqu'il n'y aurait plus de takeout à bord. On fabriquerait ce qu'on veut et puis lorsque les matériaux seraient transformés, le cargo se réamarrerait à Tiangong 3 et puis on rapporterait tout ça au sol. Donc c'est une possibilité. Les Chinois ont aussi imaginé que ce vaisseau Tianzhu pourrait servir de chaloupe de sauvetage. Alors on ne revient pas sur Terre avec un Tianzhu, mais s'il y avait un problème de dépressurisation ou un incident très grave à bord de Tiangong 3, on pourrait y mettre l'équipage. De toute manière, c'est un Tiangong. Hein. Donc ce vaisseau a démontré qu'il pouvait faire du vol autonome et abriter des équipages. Et un vaisseau Shenzhou de secours viendrait rechercher l'équipage qui s'est protégé à bord du Tianzhu. Donc, cette possibilité d'évolution du Tianzhu, elle a souvent été évoquée dans le cadre du programme ATV, dans le cadre d'autres programmes, mais jamais de manière concrète en particulier par les Japonais avec le HTV, par les Américains avec le Cygnus, etc. Quoi. Donc ça méritait d'être signalé. Alors là, je parlais de l'aménagement. On a déjà beaucoup parlé, la différence entre les Russes, l'ISS et Tianhe, et le fait que les racks sont dissimulés derrière des portes d'armoire, en fait. Concernant le travail scientifique, alors on n'est pas très gâté avec ce programme chinois parce que la Chine diffuse peu, donc il faut se plonger en fait dans les journaux scientifiques pour obtenir de l'info. C'est beaucoup moins facile. C'est possible, mais en tout cas, les médias en font absolument pas leur chou gras. Ils préfèrent évoquer des tâches complètement anecdotiques comme par exemple le nettoyage de la station. Alors là, chaque équipage a le droit, dans Chine Nouvelle, en fait, à un article sur la manière dont le week-end, il nettoie la station. Donc c'est intéressant, mais bon, on pourrait avoir autre chose. Concernant la sécurité, alors, jusqu'à présent, les Chinois se montrent très, très prudents et font vraiment des progrès pas à pas. Et ils utilisent en fait du matériel habité, en mode habité, quand franchement ils sont certains que le matériel est très fiable, fonctionne bien. Mais il y a eu quelques écarts. En particulier, lorsqu'ils ont exploité Tiangong 1, ils voulaient tester la résistance mécanique de la liaison en fait entre les deux vaisseaux, Tiangong 1 et puis Shenzhou. Alors les Occidentaux et les Russes se seraient enfermés dans leur vaisseau et auraient actionné les moteurs pour faire l'essai. Et les Chinois, en fait, il y en a deux qui sont enfermés dans le Shenzhou, tandis qu'un troisième restait à bord de Tiangong 1 pour constater de visu ce qui se passait. Donc c'était des pratiques légèrement différentes.
qui ne sont arrivés qu'à ce moment-là. Donc, je ne peux pas généraliser, mais sur le coup, c'était un peu particulier, d'autant plus qu'à chaque fois, c'est la femme qui était dans le module habité. Et des Chinois, alors moi, je ne veux rien conclure du tout, c'est tout simplement ce qui s'est passé. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, oui, vous pouvez constater des postures terrestres à bord des stations. Alors on les voit tout le temps pieds à ce qui devrait être le plancher. En apesanteur, il n'y a pas de haut et de bas. Mais vous voyez, sur les deux photos, on les voit posant de cette manière. Donc c'est peut-être voulu par la communication à Pékin, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc ça méritait d'être dit, parce qu'à bord de l'ISS, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, c'est différent, on va dire. Évidemment, Tiangong 3, c'est un phare de la Chine en orbite. C'est une caisse de résonance pour le parti. Il y a énormément d'événements politiques qui sont célébrés par les taïkonautes à bord de Tiangong, mais c'est aussi, en fait, et comme jamais j'ai vu à bord d'une station, un endroit où, comment dire, c'est plus que du soft power. La Chine vraiment tient à marquer sa présence civilisationnelle en orbite par toutes sortes d'événements, en faisant jouer ces taïkonautes avec des instruments traditionnels, en réalisant en général 2 fois par mission des expositions de dessins, de peintures, et de dessins d'enfants en général. La calligraphie, il n'y a pas un équipage qui n'effectue pas en fait des séances de calligraphie. Alors c'est très impressionnant à voir, c'est assez sympa. Et ça, c'est systématiquement réalisé. Et puis, vous avez les cours d'éducation spatiale, alors qui sont faits soit à destination en fait des écoliers et étudiants chinois, ou alors d'étudiants africains, enfin d'autres pays. Et en matière de communication politique, ils sont très très forts et ils font beaucoup d'événements. Il y en a au moins 3 à 4 par équipage depuis l'exploitation de Tiangong 3. Voilà. Maintenant, on va un peu parler d'avenir. Et je peux vous dire que l'avenir va être impressionnant. Il va être impressionnant dès cette année, puisque avant la fin de cette année, on devrait avoir 2 nouveaux vaisseaux qui vont aller en fait s'amarrer à Tiangong 3. Donc, vous avez un petit cargo qui est fait par une société privée, le Kingzhou, que vous voyez en fait à gauche. Et puis, donc, c'est un véhicule très simple qui va apporter 2 tonnes de fret à la station. Il ne sera pas du tout réutilisable. Il va revenir et il brûlera. Donc, il va probablement servir comme le Tianzhou de poubelle. Et puis, surtout le gros événement qu'on attend chez nous en particulier, c'est le premier essai, le premier vol d'Aolong. Donc, Aolong a été présenté l'année dernière. Et donc, c'est un petit avion spatial qui est plus proche de Lifting Body, qui ressemble un petit peu au Dream Chaser américain, qui devrait lui aussi être testé cette année. Et ce vaisseau, alors là, quand vous voyez ce genre de photos en Chine, le vaisseau est pratiquement fait. On peut considérer qu'il existe plusieurs modèles techniques, mécaniques, électriques, et voilà quoi. Donc, celui-là est prévu pour partir en septembre-octobre de cette année, donc vraiment très très rapidement. Si la Chine obtient un succès et réalise dès le premier coup en fait l'amarrage avec Tiangong 3, là on monte vraiment d'un cran. Ils avaient déjà le CSSHQ Shenlong comme avion spatial militaire équivalent au X-37B. Et là, la Chine, si elle réussit, elle aurait l'équivalent du Dream Chaser américain. Donc elle se retrouverait en fait avec le même type de logistique
que pour l'ISS, avec un cargo de Tianzhou et puis un cargo de Qingzhou. Et puis en guise de Dream Chaser, elle aurait Aolong. Donc là, on voit en fait l'intérieur d'Aolong, avec le même type de rangement qu'à bord de Tianzhou. Et surtout, rappelez-vous ce que je vous ai dit, les Chinois nous disent qu'ils pourraient utiliser un Tianzhou comme usine orbitale. L'intérêt de faire des produits manufacturés, c'est de pouvoir les ramener dans des conditions pas trop contraignantes. Et nous, chez Dassault, on pense que la capsule est très pénalisante pour récupérer, pour amener sur Terre, en particulier des produits manufacturés fragiles. Or, la Chine, elle dit ça va servir en fait à rapporter sur Terre des produits manufacturés fragiles. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le gros événement en fait du second semestre, si tout va bien, ça sera le vol de Hualong, le deuxième type d'avion spatial chinois. Alors la station va grandir, hein, ça c'est prévu depuis 4 ans. Il y avait une personne de l'ESA il y a 5 ans qui m'avait raconté qu'elle avait vu en fait le double de Tianhe à Pékin, donc le double du corps central. Et effectivement, 1 an plus tard, on a une photographie de la caste qui montrait en fait 2 corps, les 2 modules totalement identiques de Tianhe dans la même salle qui semblait complètement près. Donc, ce module, en fait, pourrait constituer le prochain élément de la station. Vous voyez, on aurait... donc ça, c'est la station initiale. Et puis, le prochain module, qui est le double de Tianhe, pourrait être celui-là. Et ce qui est prévu, en tout cas, c'est que d'ici à 2030, il y ait 3 nouveaux modules de placer à bord sur le Tiangong 3. Ça veut dire que la station sera exploitée au moins par 6 taïkonautes. Et alors ça tombe bien parce que les Chinois ont prévu de changer de vaisseau de transport et d'utiliser un vaisseau qu'on appelle le Mengzhou, qui s'est longtemps appelé le vaisseau de nouvelle génération. Un vaisseau qui est prioritairement conçu pour emmener des astronautes, enfin des taïkonautes, vers la Lune, mais qui aura une version pour l'orbite terrestre et pour desservir en fait une Tiangong 3 anabolisée. Les Tianzhou co-orbitaux, j'en ai parlé. Évidemment, il n'y aura pas que des Chinois à bord de Tiangong 3. Il est prévu que plusieurs pays alliés de la Chine, comme le Pakistan, l'Iran, la Turquie, rejoignent en fait cette station d'ici à 2030. Et le premier d'entre eux sera un Pakistanais. Donc il y a une signature, l'accord de coopération qui a été réalisé, je crois, en mars. Et le taïkonaute pakistanais devrait voler à la fin de l'année prochaine ou au début de l'autre. Et puis les Chinois nous disent qu'eux aussi voudraient réaliser des vols habités commerciaux vers Tiangong 3. Mais si je reviens en arrière, en fait, ces 2 vaisseaux ne sont pas réalisés par des firmes d'État, mais par des sociétés privées. Donc, ces 2 vaisseaux qui devraient être lancés cette année seront en fait des vaisseaux privés, quoi. Voilà. Et donc, c'est un peu comme aux États-Unis, l'ébauche en fait d'une exploitation plus commerciale de la station. On verra ce que ça donne en Chine, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était dit, exprimé officiellement. À partir de 2040, quand la station exploitation sera terminée, eh bien, la Chine prévoit de faire des stations encore plus grandes et avait présenté la maquette de quelque chose qui ressemble étrangement à l'ISS il y a quelques années, mais qui est constitué de 14 modules pressurisés au lieu de 7-8 pour l'ISS. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour l'avenir des stations en Chine. Alors maintenant, je reparle de Mengzhou,
parce que ça va être le fer de lance en fait, du vol habité chinois après Shenzhou très très rapidement. Donc il y a deux versions qui ont été développées. Une pour la Lune, celle que vous voyez en haut, et puis une pour l'orbite terrestre. Mais en réalité, moi j'avais fait ces représentations avec l'ancienne configuration. D'ailleurs, la configuration qui a réellement été testée en orbite il y a quelques années, qui est ici. Mais la configuration finale, qui est maintenant exposée par les Chinois depuis 3 ans, c'est celle-ci, et vous avez une configuration très proche à la fois d'Orion et puis de l'Oriole russe. Donc là, vous avez l'intérieur de la capsule qui se distingue par des toilettes qui sont indépendantes et puis par des sièges pliants. On peut mettre jusqu'à 6 à 7 taïkonautes en orbite terrestre basse et 3 taïkonautes vers la Lune. Donc un vaisseau de 14 tonnes pour l'orbite basse et un vaisseau de 20 tonnes pour la Lune. Les deux vont être lancés par le lanceur CZ-10. Voilà, et puis je vais accélérer un peu parce que je vois que l'heure passe. Donc le développement de Mengzhou a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Il y a eu un modèle réduit qui a été tiré en 2016, puis un autre au printemps 2020, c'est celui que vous voyez sur l'image du haut. Ce vaisseau est maintenant terminé et comme tous les matériels lunaires, la Chine nous a dit à plusieurs reprises depuis le début de l'année que le développement est terminé, ils sont maintenant passés en phase de production. Et la date de mise en service probable de ce vaisseau, c'est quand le CZ-10 va être testé pour la première fois, et c'est prévu à la fin de l'année prochaine ou au début de l'autre. Donc voici le vaisseau Mengzhou. Donc d'abord un vaisseau pour transporter 3 taïkonautes vers la Lune. Donc vous voyez la capsule récupérable, réutilisable plusieurs fois d'ailleurs. Alors qui atterrit, qui est freiné par parachute et qui se pose au sol en étant amorti par des airbags. Et puis le module de service. Là, vous avez la toute dernière photo de Mengzhou dans sa dernière version, c'est-à-dire celle-ci. Alors, Mengzhou nous permet de faire la transition avec la partie qui va être la plus spectaculaire et qui va arriver d'ici 2 ans, qui est donc l'exploration, en particulier l'exploration de la Lune. Alors moi, ce que j'aimerais quand même rappeler, c'est qu'il n'y a pas un programme d'exploration lunaire en ce moment en Chine, mais il y en a 4 qui sont menés en parallèle. Il y a d'abord le programme d'exploration des sondes automatiques Chang'e, la première sonde a été envoyée en 2006, et puis ce programme devrait se terminer en 2029 avec Chang'e 8. C'est un programme considérable et qui a permis à la Chine, plutôt qui va permettre à la Chine ce qu'elle a prévu maintenant, parce qu'avec Chang'e, ils ont fait une reconnaissance autochtone de la Lune depuis l'orbite. Ensuite, ils se sont posés, ils ont roulé, ils ont surtout testé le matériel, qui est très résilient, puisque la sonde qui s'est posée en 2013, visiblement, fonctionne encore. Donc, et tous les atterrisseurs chinois se sont posés, et se sont posés sans encombre. Ils ont ramené des échantillons de la face visible et de la face cachée, ce qui n'avait jamais été fait pour la face cachée, et donc Chang'e, non seulement leur a donné beaucoup de connaissances sur la Lune, sur le terrain, mais aussi leur a permis de mettre au point des technologies et des procédures pour le programme de vol habité. Il est indéniable que la complexité des atterrisseurs, on peut considérer en fait que ces véhicules-là sont des prototypes pour le futur module lunaire habité. Donc il suffira simplement en fait de mettre des réservoirs un peu plus gros et puis le module pressurisé qui va bien pour accueillir les taïkonautes. Mais franchement, les atterrisseurs sont déjà suffisamment complexes et pour être anabolisés, entre guillemets, pour transporter les gens.
Donc, il y a bien sûr le programme de vol spatial habité, qui devrait amener les taïkonautes en 2028 sur la Lune. Il y a aussi le programme de base lunaire automatique, ILRS, qui est un peu le concurrent d'Artemis, et qui vise en fait à rassembler un certain nombre d'atterrisseurs automatiques près du pôle sud, dans une même zone. Et alors les Chinois travaillent avec les Russes là-dessus et une douzaine d'autres nations. Mais c'est un programme qui a beaucoup glissé dans le temps, qui aurait dû commencer maintenant et qui est désormais prévu pour être déployé dans les années 2030. Et puis, bien sûr, pour réaliser le programme habité et puis la station de recherche automatique ILRS, il y a toute une logistique spatiale qui va être mise en place. Et en particulier, les Chinois testent actuellement des satellites autour de la Lune qui seraient des prototypes de constellations. En particulier, les Chinois veulent absolument savoir à n'importe quel moment où sont leurs taïkonautes et ils veulent pouvoir dialoguer avec eux. Donc il y aura la constellation Tiandu qui assurera à la fois en fait les communications et la navigation pour les taïkonautes sur la Lune. Alors, évolution prévue d'ici à 2040. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le programme Chang'e devrait s'arrêter avec Chang'e 8 en 2030. Chang'e 7 et Chang'e 8 viseront le pôle sud. Alors, vous savez pourquoi le pôle sud? Parce qu'il y a potentiellement de l'énergie et beaucoup d'eau. Donc, toutes les nations qui se dirigent actuellement vers la Lune visent cette partie de l'astre pour ces deux raisons. Le premier alunissage habité est prévu en 2028 avec le CZ10. Comme je l'ai dit, la base ILRS sera développée dans les années 2030. Et si tout va bien, on pourrait en fait avoir une base habitée à la fin des années 2040. ILRS servant en fait de point de départ de cette base habitée. Et là, vous avez une image qui vient de la CAST. Donc la CAST a beaucoup étudié les bases lunaires. Et ça, c'est une étude qui date de 2010-2011. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez toujours 3 modules. Comme avec, en fait, Tiangong 3. Et puis, comme ce qu'ils imaginent en ce moment pour Mars, c'est-à-dire qu'il y a toujours un module habité, un laboratoire et une serre. Et dans les projets lunaires chinois, c'est toujours ça. Un module habité, un laboratoire et une serre. L'exploitation de la base lunaire, évidemment, deviendrait permanente à partir de 2040. Et la Chine imagine la colonisation de l'astre à partir de 2040. Mais ça, n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce que vous voyez là. La logistique lunaire chinoise, ça sera d'abord le CZ10. Donc le CZ10 qui va être testé à la fin de l'année prochaine, si tout va bien, depuis Wenchang. Donc le CZ10 qui emmènera le vaisseau Mengzhou et le module lunaire de la nuée vers la Lune. Il y aura bien sûr le vaisseau habité Mengzhou, l'atterrisseur de la nuée, l'automobile dénommé Yuelu, le véhicule lunaire pressurisé, ce que j'appelle le camping-car lunaire, une station orbitale lunaire et la constellation Tiandu. Alors, en réalité, ce que j'aimerais dire, c'est que d'après ce que nous racontent les Chinois, le lanceur CZ10, le développement est quasiment terminé, il sera testé l'année prochaine. Le vaisseau Mengzhou est terminé. Ils nous ont dit il y a quelques semaines qu'ils vont maintenant procéder aux essais d'éjection de la capsule en 0,0 à max Q et puis un peu plus haut. Le 0,0 a été fait la semaine dernière. Donc ça s'est bien passé. Le Lineway, c'est pareil, développement terminé. Les photos qu'on a du module lunaire montrent en fait des détails qui suggèrent que c'est un modèle de vol. Et puis l'automobile du Yuelu, alors ça fait 15 ans que les Chinois développent toutes sortes d'automobiles pour rouler sur la Lune. Et c'est pareil, l'automobile du Yuelu est en production.
Par contre, le véhicule lunaire pressurisé, le programme vient d'être approuvé cette année. Et au mois de mars, on aurait aussi eu la confirmation qu'un équivalent de la Gateway chinois serait lancé. Alors, ce projet est connu depuis 4 ans, mais la décision de le réaliser aurait été prise au mois de mars. Et puis la constellation Tiandu, c'est évidemment un point focal, puisque les Chinois n'envisagent pas des missions habitées sur la Lune sans qu'il n'y ait pas cette constellation. En 2026-2027, pour la chronologie, donc essai du lanceur CZ-10. En 2027, on utilise 2 lanceurs CZ-10, parce que le lanceur CZ-10 ne peut lancer qu'un vaisseau à la fois, ce n'est pas une Saturn V. Donc en 2027, on fait 2 tirs de CZ-10 pour lancer Mengzhou et la nuée, et on fait une répétition totale de la mission habitée autour de la Lune. Peut-être comme Apollo 10, on approche le module lunaire de la surface, mais les Chinois ne nous disent rien là-dessus. Et puis en 2028, donc on fait le premier atterrissage. Voilà, très longtemps, c'était 2029 pour commémorer en fait le 80e anniversaire de la République populaire. Mais à l'IAC de Milan l'année dernière, les Chinois ont commencé à nous dire que ça serait 2028. Et les communiqués officiels en début d'année évoquent 2028. En réalité, ça leur donne aussi une marge d'une année si jamais il y avait des problèmes pour quand même commémorer le 80e anniversaire de l'RPC sur la Lune. Voilà. On doit fermer à quelle heure? Alors, le module lunaire de la nuée, je vais aller vite parce que j'aimerais quand même discuter avec vous. Il sera lancé par une CZ-10, je l'ai dit. Toute cette partie-là, c'est 26 tonnes, hein, donc à la fois l'élément, l'étage translunaire et puis le véhicule atterrisseur lui-même. L'ensemble fait 26 tonnes. On ne connaît pas, en fait, la masse exacte des 2 véhicules. Sur cette photo qui était présentée il y a 2 ans dans un musée de Pékin, ce qui est intéressant, regardez, vous voyez des roues apparaître. Et puis quand vous tournez autour de la maquette, vous voyez clairement en fait une Jeep qui est repliée, comme l'était le LRV d'Apollo sur le module lunaire. Voilà. Chose intéressante à noter, c'est que ce moteur à poussée variable est celui qui se trouve sur les atterrisseurs Chang'e. En fait, il y en a un seul, et sur la nuée, il y en aura 4. Voilà. Donc, développement terminé, il est en phase de production, il va bientôt voler. Et puis, alors là, il y a la seule chose à dire et à montrer, c'est cette photo historique. C'est la seule qu'on ait du module lunaire chinois. Elle était présentée en septembre de l'année dernière et apparaissent en fait sur cette image des éléments qui semble indiquer que c'est un véhicule qui va voler, qui est en préparation, quoi. Donc d'autres images beaucoup plus détaillées qui montrent bien le module, en particulier la zone qui est ici, et qui curieusement est un module orbital de Shenzhou dans les dimensions. Vous voyez? Et donc on peut en principe y mettre facilement 2 taïkonautes en scaphandre. Et les Chinois nous disent qu'ils feraient une première mission de 3 jours avec 3 sorties en Jeep. En dépassant le record de distance sur la Lune, Apollo 17, je crois que c'était 37 km, et ils voudraient faire plus de 40 km dès le premier atterrissage. Donc ça, c'est l'ensemble du train lunaire Mengzhou et la nuée. Ça, c'est donc alors les véhicules, les autres éléments du programme. Alors celui-là, il est en production. Le camping-car lunaire, on en parle depuis 5 ans. Celui-là aurait été décidé cette année. Mais il sera, alors, on ne sait pas s'il pourrait être déposé sur la Lune par un CZ-10 ou s'il faudra en fait un autre lanceur. En tout cas, ces dimensions laissent imaginer le même type de masse que l'atterrisseur, et ça pourrait être un CZ-10.
Je rassure tout le monde, les roues sont évidemment repliées et il peut être mis sous coiffe. Et puis, ça, c'est donc une image, un concept de station orbitale lunaire que les Chinois auraient décidé en même temps que le camping-car lunaire de développer cette année, quoi. Voilà. Donc, je rappelle, tout ce qui est en cours de production, vous l'avez devant vous, et ça va voler très, très prochainement. Et peut-être tester en orbite terrestre dans les mois qui viennent. En tout cas, tout ça, ça sera sur la Lune dans 2 ans, 2 ans et demi. Alors, Mars, alors on pourrait en dire énormément. Moi, j'ai découvert que la Chine était extrêmement investie maintenant dans la préparation du vol habité martien. C'est une question, en fait, d'un responsable d'agence qui m'a dit, Philippe, mais est-ce que, toi qui regardes les Chinois et la Lune, est-ce que tu penses qu'ils regardent aussi les vols habités martiens? Et j'ai répondu que je n'en savais rien parce que la Lune m'occupait déjà beaucoup, donc il fallait que je regarde Mars. Et je n'avais rien vu de vraiment intéressant. En réalité, ils sont sur tous les domaines, y compris, en fait, les moteurs nucléaires. Là, j'ai découvert vraiment des choses qui étaient demeurées très confidentielles, mais dont les Chinois parlent depuis un an beaucoup plus facilement. Ils nous disent, on sait depuis 2-3 ans que s'ils allaient sur Mars, ils mettraient de l'électronucléaire pour le fret, et puis, comme tout le monde, ils prendraient du nucléothermique pour aller très vite pour les équipages. Donc, ils sont effectivement, en termes de propulsion, dans ces 2 voies, mais ils regardent absolument tout. En particulier, j'ai découvert dans une vingtaine d'établissements scientifiques des gens qui regardent en fait les aspects médicaux des vols de longue durée et tout ce qu'il faudrait faire pour qu'un taïkonaute qui passe 6 mois dans l'espace puisse arriver en bonne santé et comment dire, efficace sur Mars. Et ça passe par des techniques de jeûne pendant des mois. Ils étudient, ils remettent, comme aux États-Unis d'ailleurs, mais au goût du jour, l'hibernation. Enfin, on peut en parler. J'ai toute une présentation que j'ai faite à Lausanne il y a quelques mois là-dessus. C'est pas le moment parce qu'on va se perdre. Mais sachez, le message que je veux donner, c'est que après la Lune, ils sont de toute manière très très orientés sur Mars. La compétition au XXIe siècle, ce ne sera pas la Lune, ce sera Mars. Ils le savent depuis longtemps. Et puis, à force d'entendre les Américains et Musk parler de la conquête de Mars, donc ils ont décidé de réagir et de réagir très fort. Il y a énormément de concepts aussi sur la visite habitée des géocroiseurs, des petits corps du système solaire. C'est des choses qui pourraient, avant Mars, pourquoi pas être réalisées parce qu'ils sont très audacieux. Conclusion, c'est bon. Alors, vous avez compris que la Chine est bien devenue une 3e puissance spatiale qui maîtrise le vol habité, je dirais même aujourd'hui la 2e puissance spatiale en termes de matériel développé. Et ça, c'est très important parce qu'on entend tout et n'importe quoi, en particulier sur la station chinoise. Il y a une volonté, depuis les années 60, de tout maîtriser par soi-même, d'être vraiment autonome dans tous les secteurs du spatial et bien sûr du vol habité. Quand on dit que les Chinois font Tiangong 3 parce qu'ils n'ont pas été invités à bord de l'ISS, c'est absolument faux, puisque les plans ont commencé à la fin des années 80 et que tout a été mis en branle dans les années 90. Shenzhou visait en définitive une Tiangong 3. Donc c'est vraiment la volonté des Chinois de tout réaliser par eux-mêmes. Et je pense que maintenant ils y sont arrivés, qu'ils commencent à dépasser les autres. Rattrapage à marche forcée des vols spatiaux habités. Ben oui, c'est ce que je viens de dire.
Et la Chine est concurrence directement maintenant les États-Unis. L'avenir des Chinois dans l'espace, vous l'avez vu, ce sera dans des stations orbitales de plus en plus importantes. Ce sera sur la Lune et sur Mars, sans aucun doute. Le contexte géopolitique, alors là, je serai un peu plus prudent avec ma dernière phrase, parce qu'on a du mal à imaginer ce qui peut se passer d'ici 5 à 10 ans en fonction de ce qui se passe en particulier aux États-Unis. Mais par rapport à ce que nous disent les Chinois, on peut dire qu'ils ont un calendrier très ambitieux, qu'ils veulent être à l'avant-garde de l'humanité dans le système solaire. Ils considèrent que l'abandon des grandes explorations à la Renaissance a été l'origine du retard de la Chine pendant plusieurs siècles. Voilà, je m'arrête là, je voudrais discuter avec vous. Je vous remercie. N'hésitez pas. Alors, excusez-moi, je n'entends pas très bien, alors n'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Plusieurs questions. La première, c'est est-ce que j'ai l'impression que les Chinois ont beaucoup de succès? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est plus que les Européens ou les Américains, déjà? Après, il y a aussi un terme d'avancée en biologie et en médecine. Est-ce qu'ils partagent, par exemple, aujourd'hui, on sait que c'est très compliqué au niveau des rayons, la gravité aussi. Donc, est-ce qu'ils ont fait des avancées et est-ce que c'est partagé avec la communauté internationale? Voilà. Alors, la première question, c'est est-ce qu'ils réussissent vraiment tout? Est-ce que, bon, oui, le programme spatial chinois dépend d'une propagande en matière de communication, c'est sûr. Mais en réalité, si on regarde ça sur le long terme, tout est très cohérent, quoi. Donc, il y a des échecs. Quand ça se passe mal, ils n'en parlent pas. Donc, mais en même temps, quand ça se passe bien, ils sont dithyrambiques, ils disent énormément de choses. Donc, comme on a énormément d'informations, on peut, d'un point de vue statistique, dire que ça se passe quand même très très bien, quoi. Voilà. Mais par exemple, quand je citais par exemple l'incident de Shenzhou 2, on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. La capsule n'est pas revenue comme il fallait au sol. On a parlé de parachute en torche. En réalité, on n'a jamais eu de détails. Bon, c'est tout. En matière de volabilité, je ne connais pas d'autres incidents. Bonjour, merci pour votre présentation qui est exhaustive, intéressante et très très digeste. J'entends pas, excusez-moi. Je vous remercie pour votre présentation exhaustive et extrêmement digeste pour quelqu'un qui ne travaille pas dans ce métier-là. Ma question par rapport au projet Mars, est-ce que j'ai entendu une conférence il y a quelques mois ici même par un astrophysicien qui disait qu'au jour d'aujourd'hui, Mars, ce n'était pas d'actualité sur le plan physique, mathématique, et qu'il faudrait certainement une rupture technologique pour raisonnablement arriver à aller sur Mars et puis pourquoi pas en revenir. Donc voilà un petit peu on va dire la perspective au jour d'aujourd'hui par rapport au rêve Mars, enfin au rêve de l'humain sur Mars. Et c'est vrai que tout le monde parle d'aller sur Mars, mais personne ne parle d'en revenir. C'est-à-dire, on a l'impression que les gens vont partir sur Mars, et puis ils vont y rester, y mourir. Donc, ma question est un petit peu double, et j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Vaste question. Vaste question. Alors, les gens qui ne veulent pas revenir, oui, il y en a autour de Musk.
il y a plein de gens qui sont prêts à faire un aller simple, comme les pèlerins du Mayflower à l'époque de la colonisation américaine. Les gens n'avaient pas l'intention de revenir en Angleterre. Vous trouverez toujours, en fait, dans l'humanité, des gens qui accepteront ce type de sacrifice. Moi, je pense qu'on est à la veille de tout ça. Ça va arriver. Je ne vois aucun obstacle technique pour le vol habité martien depuis que je discute avec les uns les autres. Ça fait maintenant 30 ans sur ce sujet. Les gens qui vous disent, oui, il y aura tel problème, oui, bien sûr, mais on va le résoudre. Maintenant, est-ce que les Chinois ou les Américains vont le faire et qui va y arriver avant? Les Chinois ont une volonté de faire pour vraiment aller sur la Lune. Probablement aussi pour aller sur Mars, parce que quand on regarde en fait la panoplie de ce qu'ils étudient, de ce qu'ils explorent, on se dit que c'est pas... Enfin, s'ils mobilisent des milliers de personnes à faire des études en tout genre, c'est qu'ils ont vraiment une intention, une ferme intention d'y aller. Maintenant, je pense qu'on en a trop parlé, quoi. Et moi, d'entendre des gens qui... tout à votre honneur, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que maintenant, on va y aller, quoi. Et on verra bien après ce qui va se passer. Mais je pense que aux États-Unis, tout va dépendre du fonctionnement du Starship ou pas, quoi. C'est un objet qui ne fonctionne pas encore, mais c'est pareil, la volonté de le faire fonctionner est grande. Je discutais avec quelqu'un d'Ariane Group vendredi là-dessus et qui me disait, mais Philippe, mais ça va marcher. Et on connaît les points faibles et un véhicule comme ça peut marcher. Moi, je ne suis pas spécialiste du transport spatial et encore moins de la propulsion. Donc, je peux que écouter ce qu'on me dit. Et il faut savoir qu'en Chine, ils sont en train de faire aussi la même chose avec le CZ9, qui est l'équivalent en fait d'un Starship chinois. Et c'est vraiment en fait pour moi le point de bascule, si ça marche. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup de verrous vont sauter pour aller vers Mars. Moi, je pense qu'ils vont y arriver, à échéance de peut-être 10 ans max, quoi. Donc, à ce moment-là, il faudra revoir en fait tous les aspects médicaux, psychologiques et voilà, quoi. Mais je ne vois plus de verrou en fait pour ça, parce que de toute manière, des gens qui voudront prendre des risques, vous en trouverez toujours, quoi. Alors, il y a deux choses. Aux États-Unis, il y a peut-être un goût du risque plus prononcé, puis en Chine, on le fera pour le parti et pour la gloire de la République populaire, quoi. Donc, je pense qu'on trouvera les ressorts, enfin qu'ils ont même déjà trouvé les ressorts pour le faire. Mais pour le moment, ce n'est qu'une promesse, et de ma part, ce n'est qu'une sorte d'espérance. Donc, je ne peux pas dire, j'ai aucune certitude là-dessus. Voilà. Mais ça avance, et ça avance vite. Alors, ouais, bonsoir. Bonsoir, merci pour la présentation. Comment obtenez-vous les informations? Est-ce que vous avez des relations privilégiées, puisque les Chinois ne partagent pas trop? Comment vous recoupez tout ça? Comment vous assurez que... Voilà, comment vous faites? Alors, si ce n'est pas indiscret. J'ai l'habitude, hein, parce que chaque fois, on pose la question. Donc, en réalité, ils communiquent peu. Donc, ce qu'il faut, c'est être là tous les jours et puis capter une phrase. Donc, sur un mois, il y en a déjà plusieurs. Sur un an, ça devient déjà important. Et puis, ça permet de comparer. Et sur 10 ans, alors là, j'ai un avantage par rapport à tous les autres, parce que ce qui me permet, par exemple, pour le nucléaire, on avait strictement... Enfin, personne n'avait rien sur le nucléaire. Et moi, j'avais gardé, en fait, les dépêches de 2005
entre les accords stratégiques russo-chinois sur l'énergie, pas seulement l'énergie nucléaire, mais il s'agissait bien de propulsion nucléaire, pas de faire des RTG pour des sondes, mais c'était bien un accord de principe et d'échange. Et il disait à l'époque que c'était confidentiel, et on comprend pourquoi. Et puis, aucune information pendant 20 ans. Un peu moins, pendant 18 ans. Et puis après, on les voit en fait s'occuper maintenant de nucléothermique. Grosse surprise. Je ne savais pas que les Chinois regardaient la propulsion nucléaire thermique, quoi. Donc, mais j'ai pu faire comme ça le lien avec ce que j'avais moi découvert en 2005. Et ça, je fais ça pour plein de domaines. Pas pour tout, parce qu'il y a des domaines qui ne m'intéressent pas, comme tous les domaines d'application. Il y a beaucoup de gens très compétents pour le faire. Et non, ce qui m'intéresse, c'est les choses qui sont moins regardées, quoi. Le militaire, par exemple, aussi, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est une collection en fait, d'informations. Et c'est surtout la comparaison entre ce qui est annoncé et ce qui est effectivement réalisé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace, quoi. Mais qui peut se faire qu'avec la patience. C'est-à-dire que vous avez l'annonce de quelque chose une année, et puis il faut attendre 5 ans pour voir la suite. Mais vous retrouvez les éléments de l'annonce qui ont été faits 5 ans auparavant. Mais c'est un travail de fou. Enfin, mais à la longue, on s'habitue, quoi. Voilà. Vous nous avez dit ce que les Chinois faisaient. Ça aurait peut-être été plus simple de dire ce qu'ils ne faisaient pas. Au-delà de la plaisanterie, non, vous aviez reparlé des stations solaires de puissance. J'avais bien noté qu'ils voulaient développer ça. Et c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils ne vont pas dans tous azimuts, sans forcément savoir exactement ce qu'ils vont en sortir, en ayant l'argent pour faire l'essai. Mais je vais poser une question encore plus précise. Sur la Lune, est-ce qu'ils se préoccupent déjà, ou encore, de récupérer de l'hélium-3, par exemple, ou est-ce qu'ils ont l'espoir réellement de tirer des éléments qui pourraient ramener sur Terre? Ça fait partie des choses peut-être sur lesquelles ils ont quand même quelques limites. Alors, merci pour la question, parce que chez Dassault, j'ai participé à l'étude Solaris de l'ESA pendant 2 ans, en 2022 et 2023. Et puis, je regardais, en fait, les centrales solaires orbitales m'ont toujours intéressé. Et quand j'ai vu que les Chinois l'avaient mis dans l'un des objets techniques stratégiques en 2010, ça m'a posé question. Et ils ont l'intention de tester des gros prototypes. Mais pour tester ces gros prototypes, ils ont besoin du lanceur CZ9. Impérativement, ils le disent ça, de plus en plus. Est-ce qu'ils vont... Oui, je pense qu'ils vont tester un prototype. Est-ce qu'ils vont déployer des centrales géantes? Il y a une fondation qui a financé des études pour faire des stations d'1 kilomètre, 10 km de long, et qui correspondent en réalité aux centrales solaires orbitales. Donc c'est quelque chose auquel ils croient. C'est quelque chose qu'ils sont en train de tester avec des ballons haute altitude en ce moment, et qui pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, être testé depuis Tiangong 3. Mais en même temps, les Chinois sont très suivis, c'est-à-dire qu'ils étaient très motivés parce que le Canada, surtout les États-Unis, l'Australie, tout le monde voulait en faire. Curieusement, la NASA a dit au début de l'année dernière, a annoncé à la surprise générale, parce qu'elle avait quand même soutenu ce type de projet pendant 50 ans, que finalement ça ne servait à rien, c'était trop cher, trop pharaonique, etc. Alors, est-ce que les Chinois considèrent que c'est aussi stratégique qu'avant? Je ne sais pas. En tout cas, officiellement, ils en ont encore reparlé il y a 2-3 mois. Ils ont l'intention de continuer à faire de la recherche et développement. Alors après, l'exploitation des ressources lunaires, en particulier l'hélium-3, alors
Moi, je rigole quand j'entends parler de l'hélium 3, parce que l'hélium 3, il faudra déjà avoir une filière pour exploiter l'hélium 3, c'est-à-dire des réacteurs à fusion nucléaire qui soient opérationnels. Et moi, depuis que je suis tout petit, on m'annonce que dans 10 ans, ça va arriver. Peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, etc. Et non, les Chinois ils ont beaucoup parlé de ça au début de leur exploration lunaire. Ils parlaient d'hélium 3, ils ont même cherché à en repérer, etc. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle quand on n'a pas de filière pour exploiter l'hélium 3? Les Japonais en ont beaucoup parlé. Et ils y croient encore. C'est certain que beaucoup de gens en Chine voudraient intégrer la Lune dans leur système économique. Les Soviétiques et les Américains n'ont jamais cessé de dire dans les années 70, 80 et 90 que la puissance dominante au XXIe siècle serait la puissance qui saurait intégrer un corps céleste dans son modèle économique. Et il faut savoir qu'en Chine, par exemple, il y a énormément de congrès qui sont que chinois, ou du moins fréquentés par les alliés de la Chine, le Pakistan, l'Inde, l'Iran, qui parlent de ça, qui parlent en fait d'une mise en valeur des ressources extraterrestres, que ce soit depuis l'utilisation des télécoms jusqu'à l'exploitation. Et ça va même très loin. Il y a énormément d'universités qui étudient la manière d'exploiter les astéroïdes. Et il y a pire que ça, c'est-à-dire que une étude extraordinaire disait que finalement, il serait beaucoup plus simple pour exploiter un astéroïde que de trouver un astéroïde aux formes aérodynamiques, plus ou moins, et de le faire tomber sur Terre pour pouvoir l'exploiter. On voit très très bien l'application militaire qu'on pourrait avoir. Et si vous connaissez le film, la série The Expanse, à un moment donné, on utilise des astéroïdes pour bombarder la Terre. La Chine étudie ce genre de trucs aussi, quoi. Donc c'est à double sens, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons militaires. Mais il y a énormément de gens d'universités, il y a même des think tanks, qui imaginent comment développer l'économie cislunaire, quoi, avec des centrales solaires orbitales en exploitant. En fait, ils reprennent ce que O'Neill avait imaginé dans les années 70. Alors, est-ce que ce sont des doudingues pour faire travailler des étudiants? Enfin, il n'y a rien de très concret quand même. Par contre, ce qui est officiel, c'est que sur la Lune, ils ne s'interdisent pas de visiter toutes les parties. Pas uniquement le pôle sud, mais ils imaginent en fait pouvoir faire des missions habitées dans toutes les régions. Et surtout les régions où les Américains ne sont pas encore allés, c'est-à-dire la face cachée, quoi. Voilà. Bonsoir. Merci pour cette intervention. Bonsoir Philippe. J'aimerais réagir à la question qui a été posée par la dame tout à l'heure, quand elle évoquait Mars. En ce qui me concerne, je pense que l'exploration spatiale, elle comprend effectivement le vol habité, mais elle comprend également d'autres activités comme l'observation, avec le lancement de satellites, des satellites relais, par exemple. Et ça, ce sont des sujets d'actualité. On en parle notamment pour observer la Lune, et de façon très corrélée et très rapprochée, apparaît également Mars. Et je pense que quand on parle de l'exploration au sens large du terme et qu'on évoque la Lune, de facto, effectivement, on évoque Mars. Voilà. Ça c'est là-dessus que je voulais réagir. Et ensuite, j'ai deux questions, mais qui sont pratico-pratiques. Tout à l'heure, il a été mis en relief le fait que les Chinois, quand ils étaient en vol, aimaient bien, montrer des postures, voilà, des gestes, des postures, comme le rangement, etc. Ma question est de savoir si
si c'est visible, entre guillemets, juste dans la capsule, ou est-ce qu'on peut l'observer aussi autour de la capsule lors de leur sortie? Non, dans la capsule. Non, parce que, Marina, quand tu sors en fait, de la station, tu es obligé de suivre des procédures, un protocole très particulier. D'accord. Tout simplement pour des raisons de sécurité. Tu vois. Et donc, tu es moins libre de... quand tu es dans le milieu pressurisé, tu es comme chez toi, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais dès que tu sors... alors peut-être que sur la Lune, ça doit être différent, parce que tu es posé, oui. Tu retrouves une marche et tout, quoi. Mais quand tu es à l'extérieur d'une station, tu fais le job, quoi. C'est-à-dire que le job, c'est faire en général des inspections, changer ce qu'il faut changer, et puis prendre des photos et revenir, quoi. Point barre. Ok, très bien. Donc il y a, voilà, quoi. Très bien. Et j'ai une dernière question. Tout à l'heure, en évoquant Aolong, je me trompe pas quand je dis Aolong. À Aolong, il était question de procéder à des fabrications, à de la manufacture de produits dans l'engin. On évoque un petit peu ces process ou pas? Et tu veux dire, est-ce que les Chinois parlent de ça? Non, clairement non. Merci beaucoup pour votre présentation, très complète. Au début, j'avais vraiment l'impression que le moteur du programme chinois était l'autonomie, comme vous l'avez dit, l'acquisition de compétences qu'ils ont réussi de façon très impressionnante. Mais à la fin, vous avez plus insisté sur la compétition, le soft power, la course vers Mars, comme du temps de la guerre froide. Et donc finalement, est-ce qu'il est trop simpliste de dire qu'on est revenu à l'époque de la guerre froide des années 60 avec deux puissances qui font la course vers Mars? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Quel est le driver de la Chine, vraiment? La compétition ou l'espoir qu'il y ait des retombées économiques en ramenant des matériaux, en fabriquant des médicaments en 0G? Quel est leur ressort principal? Est-ce que c'est la course ou l'exploration parce qu'elle sera rentable? Question compliquée, mais de toute manière, si je prends par exemple Shougang, tout début, c'est la première fois qu'on a un objet technique qui est totalement défini sur les considérations de superstition chinoise et de politique, mais liées au parti, quoi. Par exemple, on ne fait pas de vaisseau monoplace parce que ça glorifierait une seule personne, quoi. Là, bon, donc ça ne rentre pas dans les canons, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que la politique est toujours présente dans les réalisations chinoises. Il y a quand même une volonté d'avoir, comme tous, des retombées techniques, scientifiques, économiques, réelles. Il est évident que pour la Lune, moi je pense que pour la Lune, c'est totalement politique, et que Mars, ça sera aussi totalement politique. Mais dans le sens où c'est pas uniquement dans la compétition avec les autres, mais pour montrer en fait que la Chine est à l'avant-garde. Et ça, ils y tiennent beaucoup, quoi. Voilà, quoi. Et ça peut être un moteur déjà important pour ce genre de programme. Parce que la Chine, comme toutes les autres puissances spatiales, fait l'observation de la Terre, des télécoms, de l'espace militaire pour des besoins très, très concrets. Et voilà, quoi. Mais pour les programmes d'exploration, il y a vraiment cette volonté d'être à l'avant-garde des autres, quoi. Voilà. Mais je me demande si la mission habitée ne va pas être seulement un coup politique. C'est-à-dire que, curieusement, les Chinois nous disent depuis 20 ans qu'ils
ils ne pourront pas faire de mission habitée lunaire sans le CZ9. Et curieusement, depuis quelques années, le CZ9 a été mis de côté dans la com, est apparu un autre lanceur qui s'appelait autrefois le CZ5DYU, qui est devenu le CZ10. Mais les Chinois nous ont redit il y a un mois que, en réalité, il ne serait pas question d'envoyer le camping-car lunaire, d'une part, et puis surtout d'exploiter une base lunaire sans utiliser le CZ9. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire du CZ10? Est-ce que, finalement, la mission de 2028-2029, ce n'est pas un coup politique pour montrer, en fait, les capacités chinoises à aller sur la Lune, quoi? Est-ce qu'ils vont faire d'autres missions? Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, puisqu'il y a un an, on nous avait expliqué qu'il y aurait au moins 3-4 missions habitées, avec une fréquence d'une tous les 2-3 ans, et pour visiter plusieurs points sur la Lune, en particulier une première mission sur la bande équatoriale, une autre près du pôle Sud, et puis 2 autres sur la face cachée de la Lune, ce qui n'a jamais été réalisé. Et puis là, ils nous disent que on ne peut pas imaginer l'avenir des missions habitées lunaires sans CZ9, que ce soit pour transporter des gens ou du matériel. Donc il faudra savoir, quoi. C'est un peu compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'on va tous assister dans 2-3 ans à l'arrivée des Chinois sur la Lune avec le matériel que je vous ai montré. Ouais. Ok, ça excuse-moi, j'ai 2 questions. Première question, c'est que tous ces projets ambitieux, que ce soit sur la Lune ou bien sur le Mars, est-ce que ce sont des pures chinoiseries, c'est-à-dire zéro coopération internationale? Quel est le rôle des Français? Est-ce qu'il y a des coopérations franco-chinoises dessus? Surtout, par exemple, la Chine, depuis les années 90, leur technique de station électrique nucléaire, c'est monter du A à Z, enseigné par Areva. Là, pour l'instant, les fusées, que ce soit Ariane ou Changzhou en Chine ou SpaceX, aujourd'hui, tout le monde utilise l'hydrogène liquide. Là, la Chine va faire le moteur nucléaire. Il n'y a pas de coopération française dessus. Et deuxième question, c'est plutôt les choses technologiques, c'est-à-dire que ce soit sur la Lune ou bien sur le Mars. Les accords internationaux, aujourd'hui, c'est comment? Est-ce que c'est comme le pôle sud de la Terre, c'est-à-dire que ça appartient à personne, à aucun pays? Tout le monde fait la recherche scientifique en respectant les accords environnementaux. Merci. Alors, vous m'avez parlé de coopération, on est d'accord? Alors, il est bien clair que sur les programmes automatiques d'exploration de la Lune, la Chine est maintenant très ouverte. Les missions, par exemple, Chang'e 7 et Chang'e 8, sont vraiment ouvertes à la coopération. Il y a plusieurs nations qui vont y participer. Mais sur encore les programmes stratégiques, la Lune habitée et Mars habité, c'est stratégique. Il n'y a aucune offre de coopération de fait. Et coopérer sur la propulsion nucléaire, c'est un domaine très compliqué, quoi. Pourquoi pas, hein, mais je ne vois pas en fait le secteur s'ouvrir aussi facilement que ça, quoi. Voilà, quoi. Et concernant après l'exploitation de la Lune, et à qui appartient la Lune? Effectivement, elle appartient à personne. Je pense que les différents protagonistes sont très actifs dans ce domaine et qu'il faut les suivre. Je ne suis pas un spécialiste du domaine du droit spatial, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus.
de l'interprétation, entre guillemets, de ce qui existe déjà, de la volonté de faire évoluer ce qui existe. Artemis, c'est un peu ça quand même. Hein. On part du droit de l'espace 67, et puis on évolue pour que ça corresponde davantage à ce que veulent les Américains, je pense. Mais voilà quoi. Bien, mais je crois qu'on va rester sur cette dernière question, cette dernière réponse. Merci encore à Philippe Coué pour cette passionnante présentation. Nous avons bien noté que les Chinois seront donc sur la Lune dans 3 ans, donc on pourra le réinviter pour qu'il nous dise effectivement quels seront les... En direct. Peut-être en direct, oui. Ouais. Effectivement, si tout ce qu'il a prévu s'est bien réalisé et à la bonne vitesse. Donc c'est absolument passionnant. Et la date de 2028, ils vont la tenir. Oui. Ils ont toujours tenu une commémoration. Très important. Donc on verra ça. Il me reste à vous souhaiter bien sûr un bon été et à vous annoncer quand même la prochaine conférence qui aura lieu donc après l'été, le mardi 30 septembre. Comme d'habitude, c'est le dernier mardi de chaque mois. Et cette fois-ci, ce sera une conférence sur le transport aérien mondial et sur l'analyse des revers commerciaux. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'avions qu'on a construits, mais certains ont été des succès exceptionnels. Quelques autres ont été des échecs commerciaux. Et donc, ça sera justement quelqu'un d'Airbus qui fera cette présentation. José Miguel de Avilda Science nous présentera cette conférence qui sera un peu atypique, mais certainement passionnante. Voilà, il me reste à vous souhaiter